C'est votre moment, l'instant de luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Go avec Monsieur Ramous. Bonjour Ramous. Enchanté. Ça va bien la forme? Très bien. Il est venu décontracté, il a mis son petit... Oui, voilà, je suis venu mi-décontracte, mi-élégant. Voilà, c'est ça. Voilà, mis pour le haut, pour élégant, puis je le mets, il y a un petit short avec des chaussettes basket, on est tranquille. Allez, c'est parti, première case avec Ramous. On l'ouvre ensemble, c'est la case numéro 1 et on part sur la famille. Alors, vous êtes né à Lyon? Absolument. Maman s'appelle comment? Papa s'appelle comment? Alors, maman s'appelle Najet, papa s'appelle Khmeis. C'est une famille franco-tunisienne. Franco-tunisienne. Absolument. On a vécu à Vénissieux, donc c'est en banlieue lyonnaise. D'accord. Donc c'est un quartier assez populaire. Enfance, compliqué? Assez pauvre. Pauvre? Ouais. Papa et maman, c'était pas la grande richesse? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, c'était très compliqué. Moi, j'ai mangé au Resto du Cœur avec mes parents. Au Resto du Cœur, carrément? D'accord. Ouais, vraiment, ça a été très compliqué. Mais j'ai eu toujours des parents qui se sont beaucoup battus pour moi et pour m'inculquer les meilleures valeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de le retransmettre à travers tout ce que je fais. Mais très, très proche de ma mère. Mon père aussi. Mais bon, plus de ma mère parce que c'est un petit peu le chouchou à sa maman, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moins de contact quand même avec papa. Si, toujours, ils sont toujours ensemble et on a toujours cette relation. Mais c'est vrai que vu que je suis maghrébin, les personnes maghrébines savent qu'avec le papa, c'est toujours une relation d'amour. Conflictuel. Mais c'est toujours froid. Ouais. En un regard, on se dit beaucoup de phrases. La notoriété, en général, ça accentue la filiation avec le père, parce qu'ils sont assez fiers de leur fiston. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec vous? Absolument. C'est là où j'ai ressenti que mon père était fier de moi parce que, à travers les collègues de travail, à travers chaque fois qu'il y a chaque fois qu'il y a un petit passage télé ou une petite vidéo qui fonctionne, il est toujours en train d'essayer de screenshotter l'écran pour regarder, pour montrer à ses copains. Donc c'est assez drôle. Donc papa a un iPhone déjà? Enfin, c'est l'iPhone qui a papa parce qu'il sait pas trop bien s'en servir. Mais voilà, je lui apprends, j'essaye. Ouais, vous essayez de faire des petites choses. Maman, c'est encore pire, je suppose. Ah, maman, elle claironne? C'est la plus grande fan de son fils. C'est même celle qui me donne les meilleures critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Et quand c'est nul, elle n'hésite pas à me dire que... Ah ouais? Ah oui, elle me dit là, t'as pas été bon, là, j'aime pas. Sur quoi? Elle vous a dit ça? Ça m'arrive des fois de faire des vidéos où je gueule pas mal. Ouais. Et elle me dit, c'est pas très audible pour tout le monde. Ouais. Les gens peut-être en ont marre de t'entendre crier. Il faudrait peut-être que tu sois plus audible pour un public qui te connaît pas. Si je vois un mec gueuler devant mon téléphone, il y a un moment où je vais être fatigué à Ickel, parce que mon prénom c'est Ickel. Et donc là, je l'écoute, elle me donne des conseils. Elle est de très bons conseils. Ramous, c'est né comment? Il est né parce que le surnom de mon papa, il s'appelle Khmeis, et en Tunisie, donc au bled, il l'appelait Ramous. Et en fait, en cherchant un nom d'artiste, je me suis dit qu'est-ce que je veux véhiculer à travers mes vidéos. Et je me suis dit que je voulais parler d'amour essentiellement. J'allais pas m'appeler Amour, parce que ça faisait un petit peu kitsch. Donc j'ai pris Amour avec un S, j'ai mis le R au début. Et du coup, ça donne Ramous, comme ça, quand même les gens qui m'aiment pas parlent de moi, et ben finalement, ils parlent d'amour. Allez, belle transition avec maintenant la case numéro 2. Évidemment, on part sur YouTube. Alors YouTube, c'est 2011, hein. Vous avez inauguré votre chaîne avec votre premier titre qui s'appelle Sur mon nuage. Nuage, exactement. Ouais, j'ai commencé par la musique. Par la musique, hein? Oui, par la musique, parce que j'avais commencé avec mon meilleur ami, paix à son âme, qui est décédé. Et ça a été la personne qui m'a donné envie de faire de la musique. Il est parti de quoi, votre meilleur ami? Il a été assassiné en 2011. Ouais. Il a été assassiné d'une balle dans le thorax et découpé puis jeté dans le lac Netton, dans l'Ain. Ouais. Truc de fou. Ouais, ça a été un véritable choc pour moi. C'est ce qui m'a donné ce goût pour combattre l'injustice. Vous connaissez la raison? C'était son ex-conjointe une vengeance amoureuse. D'accord, ok. Ouais, elle a été condamnée, donc là, elle risque de sortir dans quelques mois. D'accord. Donc ça va être une deuxième épreuve. Pour vous? Il avait des enfants, il avait une femme, mais moi, ça a été très compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué parce que c'est ce qui a véhiculé toute l'essence de ma vie de vouloir combattre l'injustice. Tout. Vous voulez la voir? Je pense que je ne serais pas le seul à vouloir la voir à la sortie, à vouloir comprendre pourquoi. D'accord. Aucune soif de vengeance. D'accord. Mais j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut ôter la vie à un père de famille? Et le découper? Là, c'était très, très sanglant. Et moi, c'est un véritable traumatisme pour moi. C'est normal. Et c'est lui qui m'a mis dans la musique, c'est lui qui m'a tout appris dedans. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je faisais de la musique, j'avais un peu l'impression d'être avec lui. Il s'appelait comment? Il s'appelait Général Tipari, c'était son nom d'artiste, D'accord. mais il s'appelait Fabrice. Ok. Alors, vous avez enchaîné avec d'autres titres, notamment Te Quiero, qui a très bien marché, ça. Hein. Ouais, celui-là, il avait très très bien marché. Loco aussi? Oui. Un peu moins, mais... Oui.
Et ben, c'est la transition où j'ai commencé à vouloir parler essentiellement d'amour, que d'amour. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne coïncidait plus trop avec ce que j'avais envie de véhiculer sur les réseaux. Donc je me suis dit pourquoi pas les retirer pour pouvoir un jour proposer quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, on ne retrouve plus aucune de ces chansons, de ces titres sur YouTube. Donc c'est vraiment volontaire. Hein, oui, même Spotify, à l'époque, c'était sur Spotify, Deezer de partout. Et j'avais décidé de carrément les enlever pour plus laisser une trace. Parce que je voulais revenir, pourquoi pas, qui sait, un jour avec un autre contenu. Vous ne voulez plus en parler ? Si, moi, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. C'est parce que c'est la première base de personnes qui ont partagé. Mais les gens vous en parlent, du coup ? Oui, les plus anciens. Et reveulent du contenu ? Beaucoup. Musical ? Beaucoup. Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que ça va arriver tôt ou tard. D'accord. Mais que je me suis concentré sur autre chose. Et c'est votre choix ? Ouais, c'était important pour moi de pouvoir faire la Mais il y a un côté un peu Mylène Farmer, c'est marrant dans cette façon de faire, parce que créer le manque comme ça pour... En fait, c'était parce que j'étais jeune, hein, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça ne ressemble plus du tout au père de famille que je suis aujourd'hui, à la personne que je suis aujourd'hui. Ça ne ressemble plus du tout. Je parlais de choses assez... Alors, c'était l'amour. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo qui s'appelle « Un arabe insulte la France pour passer un message ». C'est clair. C'est la vidéo qui vous a fait aussi exploser ? Alors, la première, initialement, c'est une vidéo sur les attentats du Bataclan, que j'avais faite sur Facebook à l'époque, où je parlais des attentats, et qui avait fait du jour au lendemain, j'étais en vacances à Miami, et je lance cette vidéo parce que j'étais horrifié, comme la plupart des Français, par ce qui s'était passé au Bataclan. Et je me réveille avec 6 heures de décalage, et elle avait 10 millions de vues. Donc c'était un interrupteur. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un ferait une story. Et le lendemain, il se réveille et sa story a été partagée de partout. C'est un interrupteur. Et après, j'ai fait cette vidéo, par exemple, un arabe insulte la France pour lancer un message. Alors bien sûr, dedans, j'insulte pas vraiment la France. Je joue un rôle pendant 1 minute en faisant le cliché du rebeu de cité qui insulte la France. Et après, je dis, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez voir ? C'est plutôt fort parce que du coup, vous accrochez. C'est ça. Les gens, évidemment, sont énervés et veulent voir la suite. C'était le but. Et c'est marrant parce qu'il y avait des gens qui partageaient sans avoir vu la fin, donc en m'insultant. Et il y avait ceux qui avaient vu toute la vidéo et qui disaient, waouh, c'est accrocheur. Donc ça a été un mélange de tout. Ça a été un mélange. Tout ça, ça peut aussi causer des problèmes. On va en parler avec la case suivante. C'est la case, évidemment, de la santé pour Ramos. On l'ouvre ensemble. Alors... Ces vidéos, évidemment, font des millions de vues, mais elles provoquent de l'énervement et souvent des choses très complexes à gérer. Bien sûr. Est-ce que vous avez été sous protection policière ? Jamais. Cet été, on a failli me proposer d'être sous protection policière parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu toute une histoire autour de moi, plein d'inventions, plein de diffamations qui ont fait que je me suis fait agresser cet été, où j'ai eu 18 jours d'ITT, où l'adresse de mes parents a été divulguée sur les réseaux, mes parents se sont fait agresser, et il y a eu toute une campagne autour de moi de diffamation et d'acharnement afin de m'anéantir, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon combat était on ne peut plus noble, parce que je me suis dit, s'il y a autant de personnes qui veulent te faire taire, c'est peut-être parce que tu dis pas que des bêtises. Vous pensez que c'est ça la raison ? Ouais, je pense que c'est principalement ça. Après, je pense qu'il y a de la jalousie aussi. Je pense qu'il y a aussi le fait que certaines personnes n'acceptent pas qu'ils ne puissent plus faire partie de ma vie aujourd'hui et qu'à un moment donné, ils ont fait partie et qu'ils voudraient participer à ça. Ramos, est-ce que des fois, vous n'allez pas trop loin ? Non, je pense pas. Non ? Je pense que la société dans laquelle on vit, ce que je combats, je pense que c'est des combats qui sont plus ou moins nobles. Quand je parle du pouvoir d'achat des Français, je pense que tout le monde se sent concerné. Je pense que quand je parle du quinquennat de Macron, je pense que... beaucoup de Français se sentent concernés par le fait qu'on est beaucoup déçus. Et, vous avez voté ? Ouais, j'ai voté. Vous avez voté qui ? J'ai certainement pas voté Macron et j'ai certainement pas voté pour les extrêmes. D'accord. Ça n'aurait pas été Marine Le Pen non plus ? Pas du tout. C'est mal peut être mon ADN que de penser que je puisse voter Marine Le Pen, même si On peut être surpris, des fois, des gens... Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos en disant que je ne crache pas sur ceux qui votent Marine Le Pen, parce que ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Il y a beaucoup de gens qui votent Marine Le Pen parce que c'est par dépit. La France, elle est raciste, Ramos ? Non. Sinon, je ne serais pas en face de vous. Non, elle n'est pas raciste. Il y a des problèmes en France. Il y a des problèmes identitaires. Il y a des jeunes qui ne savent pas où se placer, qui sont le cul entre deux chaises, qui ne savent pas s'ils sont français ou étrangers. Parce que dès qu'ils sont en France, on a de cesse de leur rappeler qu'ils sont étrangers. Et quand ils sont à l'étranger, en tout cas au Maghreb comme pour moi, on leur rappelle que c'est des Français. Ah oui, mais c'est ça aussi, ce racisme inversé. Ça existe, bien sûr, ça existe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent rejetés. Et le rejet, c'est le pire pour un jeune quand il essaie de se construire. Donc,
Mais vous, par exemple, quand vous promenez dans le métro, je ne sais pas si vous prenez le métro. Bien tout sûr, ça, sur le métro. vous vous faites plus arrêter qu'un autre? C'est des choses auxquelles vous avez fait... Je me fais arrêter, mais c'est vraiment très sympathique. D'accord. C'est des gens, et même quand les gens ne sont pas d'accord, ils discutent. D'accord. Ils disent j'ai vu tel propos que tu as tenu, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Mais j'ai jamais eu de personne, hormis cet été. Donc ils vous bloquent, voilà, ils vous disent bon, je suis pas d'accord avec toi, mais ça va pas plus loin, quoi. Jamais. D'accord. Franchement, c'est des gens hyper D'accord. intelligents. Pour la plupart, et sinon, c'est des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont contents de nous voir et contents de briser le virtuel. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'on vous sent dans une première phase, donc l'envie de dévoiler un petit peu vos sentiments amoureux, Absolument. voilà, l'amour, tout ça. Ouais. Et après, vous avez comme été investi d'une mission pour voilà, donner vos opinions et peut-être faire changer la vie des gens sur certaines choses. Quelque chose a déclenché ça, forcément. C'est quoi? C'est la mort de mon meilleur ami. C'est uniquement ça. Hein. À partir du moment où votre meilleur ami avec qui vous passez 99% de votre temps et que vous prévoyez votre avenir et certainement vos rêves, se fait assassiner, découper dans un sac, jeter dans un lac, et que vous êtes mis au courant que les personnes qui ont fait ça vont purger que 10 ans, alors qu'ils ont pris une vie, forcément, il y a un traumatisme qui se crée. Et je me suis dit, soit j'abandonne, je rentre dans le cliché de faire n'importe quoi, me droguer, etc. Soit je fais de ma vie une mission. Et j'ai voulu faire ma vie une mission. Autre facteur santé, c'est la chirurgie esthétique. Vous en avez fait? Jamais. Jamais. Vous n'en ferez pas? Je ne pense pas. Dans la religion, est-ce que vous allez loin ou vous restez sobre? Moi, je considère que la religion, c'est du domaine de l'intime, vraiment. Mais j'ai un rapport à la religion où j'apprends et je me considère comme étant croyant, musulman. D'accord. Mais je ne suis pas... pratiquant. Quand je dis je ne suis pas pratiquant, c'est que je ne prie pas régulièrement et ça serait un manque de respect pour moi que de dire que je suis pratiquant, alors qu'il y a des gens qui le font. Qui le font vraiment. Vraiment, beaucoup mieux. Et moi, je suis dans la découverte et dans le respect. Donc, je pratique, je ne mange pas de porc, je ne me drogue pas. D'accord. Mais j'essaye d'apprendre. Ça ne va pas jusqu'à la prière, tout ça J'ai eu prié, mais c'est ma mère qui vraiment m'initie là-dedans et essaye de m'inculquer toutes ces valeurs-là qu'elle a, elle, au quotidien. D'accord. Le choix de Diams, est-ce que vous le comprenez? Absolument. Et pour moi, Diams, c'est un magnifique exemple. Et je ne comprends pas, et je suis très, très énervé en ce moment contre ceux qui lui crachent dessus, parce que je trouve que Diams... Notamment été le cas de Monsieur Matthew Stone, je crois. Matthew Stone, oui. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu Matthew Stone? Il faudrait peut-être gratter un petit peu plus de textes intelligents ou faire des succès avant de vouloir cracher sur le succès de paix que Diams a connu. Parce que Diams, elle a eu au moins comment dire, elle a eu la fierté de pouvoir partir au sommet. Ouais. Elle a donné une leçon de vie à beaucoup de gens, parce que comme elle l'a dit dans son reportage... Vous l'avez vu? Bien sûr. Ça s'appelle Salam. Hein. Salam, c'est-à-dire que quand elle était dans la salle et que la salle était remplie, elle se sentait vide. Et quand elle est revenue dans la salle vide, elle se sentait remplie de bonheur et remplie de paix. Ça, il faut juste le respecter. Donc pour moi, c'est une femme extraordinaire qui donne une leçon de vie. Alors certes, elle peut être maladroite comme tout le monde, elle n'est pas parfaite, mais pour moi, Diams, c'est une femme extraordinaire et je m'insurge contre les gens qui osent critiquer une femme qui a trouvé la paix. Ils auraient peut-être voulu la voir finir comme Amy Winehouse, mais elle n'a pas fini comme ça. Oui, ça pouvait. Elle l'a dit d'ailleurs dans le reportage. C'est certainement ce qu'elle est arrivée. Ah oui, elle se serait suicidée. Si ça elle continue. est dans des névroses extraordinaires et fatales. Donc moi, je suis très heureux pour elle. On enchaîne avec la case suivante. Allez, case de l'amour. Case 4. Bon. Aujourd'hui, comment ça se passe avec l'amour? Parce qu'il y a plein de dossiers. Déjà, on va vous demander si vous êtes. Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Tout va bien, je suis totalement célibataire. D'accord. Donc là, il n'y a personne autour de vous? Oula, très, très, très loin de moi et je n'ai pas envie, pour l'instant, d'être en couple. On enchaîne avec la case suivante. Évidemment, transition avec Touche pas à mon poste. Bon, il vous aime bien, Cyril? Ah, Cyril, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire. Est-ce que c'est aussi le côté tunisien? Je pense. Ça doit aider. Mais je pense qu'il s'est un peu reconnu en moi. Je pense qu'il s'est un peu reconnu en moi et moi, j'ose espérer pouvoir me reconnaître en lui dans le futur. Alors, il y a plein de choses avec Cyril. Vous intervenez d'ailleurs souvent dans Touche pas à mon poste, c'est pour ça qu'on parle de cette émission. Alors, il y a plein de sujets. Il y a eu la réélection d'Emmanuel Macron, la détresse des étudiants. Il y a souvent des tensions, c'est vrai, notamment avec Laurent Fontaine. C'était suite à la discussion sur vos opinions politiques, car lui, évidemment, est un franc
Un franche ami, je ne sais Lèche-botte. pas trop comment dire, un franc soutien, mais parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il fait, Laurent Fontaine, avec, Il tire les pompes, mais il a le droit. avec Emmanuel Macron. C'est vrai, hein, parce que quand je l'ai eu là devant moi, il me dit non, je suis un soutien, mais je fais rien, mais voilà, ça va pas plus loin. Mais bon, on a l'impression, on ne sait pas trop. C'est vrai que c'est incompréhensible. On ne sait pas s'il est conseillé ou pas. Bon, Je pense que c'est un lèche-botte comme beaucoup d'autres, parce qu'ils espèrent avoir quelque chose en contrepartie, comme beaucoup. Je pense que c'est très facile de... un ministère. Oui, voilà, un ministère, ou avoir je sais pas, des petits avantages à droite et à gauche, mais moi, c'est pas trop Mais mon... quand vous prenez la tête avec Laurent Fontaine sur le plateau TPMP, ça monte quand même bien fort. Derrière, vous voyez ou pas du tout en coulisses? Oui, on s'est vu en coulisses. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant de rentrer sur le plateau, il me dit non, mais t'inquiète pas, Ramous, hein, c'est que de la télé. Ouais. Je pense que le monsieur a beaucoup plus été devant la caméra Bah que moi. ouais. Donc il s'est dit bon, le petit mec là, devant son téléphone, je vais me le faire. Sauf que quand il est arrivé devant les caméras, il a dû comprendre que Ouais. voilà, il n'était pas face à un petit joujou. C'est Et pas quand drôle, il hein. a compris que j'étais juste en train de le déstabiliser devant la France entière, après, en pause pub, je suis allé le voir et je lui ai dit Laurent, c'est que de la télé. Et ça l'a tout de suite calmé, et ça a beaucoup fait rire Cyril. Ouais. Donc oui, bon, il peut défendre Emmanuel Macron, mais bon. Ça vous pose des problèmes, ces prises de position? Je sens qu'il y a des portes qui se ferment, mais de là où je viens, on passe par la fenêtre. Où ça? Oh, il y en a plein. Il y a des dans les métiers comme dans les médias, comme dans le spectacle, etc., on peut nous fermer des portes. Et pourtant, quand vous parliez là tout de suite, vous m'avez fait un peu comprendre, si j'ai bien compris, que vous auriez bien aimé suivre le parcours de Cyril, c'est-à-dire animer un talk show. Moi, c'est plus la réussite en elle-même. Je trouve que Cyril, c'est quand même quelqu'un qui a donné une fabuleuse leçon au PAF. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur la pointe des pieds en réclamant des choses, on lui a fermé toutes les portes, il est rentré par la fenêtre et il est devenu propriétaire. D'accord. Donc aujourd'hui, Cyril, c'est quand même quelqu'un qui anime le premier talk show de France. En tout cas, il y a Quotidien, mais pour moi, le talk show le plus coloré de France, c'est TPMP, là où il y a les rendez-vous. Il ose les choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance. C'est quelqu'un qui, moi, je le considère comme un grand frère et j'ai un immense respect. Et il le sait, je le dis en off, mais je le dis aussi en in. Vous parlez? Beaucoup, ouais. Par texto? Oui, on s'écrit. Il me le dit comme moi je lui dis, mais il sait que pour lui, j'irai à la guerre. D'accord. Sans aucun problème, parce que je sais qui il est, je sais ce qu'il représente, et je sais ce qu'il veut montrer à la télévision. Et je sais qu'il a toujours été présent pour moi dans des moments. Est-ce que vous serez à la rentrée prochaine sur Touche pas mon poste en chroniqueur régulier? On discute. Donc peut-être. On discute. Chroniqueur régulier, je ne sais pas si c'est la position dans laquelle je serais la plus à l'aise, mais je pense que ce qui serait bien, c'est une chronique, pourquoi pas quelques fois par semaine où il y a des. Vous en discutez? On discute. Est-ce qu'il manque aujourd'hui de la couleur sur les plateaux de télévision, Ramous? Je pense que. Je prends au quotidien, par exemple. Je prends C'est à vous. Je prends les gros quotidiens. Mais je pense qu'on ne va pas se mentir. Je pense qu'au quotidien, c'est un peu. C'est des bobos parisiens. Ouais. Ils se parlent entre eux. C'est-à-dire que. Voilà, moi, j'ai rien contre eux. J'ai déjà croisé plusieurs fois leurs journalistes. C'est du bobo parisien. Ils se parlent entre eux. Dès qu'ils peuvent mettre une petite cartouche à droite et à gauche à TPMP, voilà. Ils ne parlent pas aux jeunes que je connais. Donc, non. Je pense qu'à la télévision, à l'image de Click, ça commence à arriver de plus en plus. On ne va pas se mentir, même le rap, même les choses comme ça. Tout ce qui est urbain, ça vient de plus en plus. Mais il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire. Dernière case avec Ramous. Je vous propose de partir sur la case de l'argent. Allez, Ramous, vous êtes en forme financièrement? On n'a pas à se plaindre, on ne se plaint pas. Vous gagnez votre vie comment? Alors moi, je gagne ma vie, forcément, tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends, c'est rémunéré. Mais je gagne ma vie très simplement, pour être sincère. C'est loin des fantasmes qu'on peut se faire, parce que je refuse 90% des partenariats qu'on me propose. D'accord. Ça coûte combien pour faire un partenariat avec vous? J'ai pas vraiment pour être sincère, ça va quoi, de 1 500 à 10 000 euros? Oui, c'est dans ces tranches-là, mais voilà, depuis le début de tout ce que je fais, j'ai toujours refusé tout ce qui est dropshipping, tout ça, je déteste au plus haut point. Vous êtes chez qui aujourd'hui? En termes de partenariat? Totalement indépendant. Indépendant, d'accord. Par exemple, une Magali Berda, ça ne vous tente pas? Magali Berda, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement. Après, au niveau du business, il y a des gens avec qui elle travaille que je n'apprécie pas, il y a des gens avec qui elle travaille que j'apprécie, mais je pense qu'être indépendant, c'est la plus belle chance que je puisse avoir. Pouvoir dire non ou ne pas être sous l'emprise de quoi que ce soit ou qui que ce soit. Petit clin d'œil d'ailleurs à Magali Berda, qui en ce moment vit des moments pas faciles du tout. Ouais, le cyberharcèlement, ça reste un fléau. Je sais, je l'ai vécu l'été dernier, donc je sais
exactement ce qu'elle est en train de vivre et je sais que c'est pas facile du tout. Ouais, c'est pas facile du tout. Pour bien la connaître, c'est des moments très très durs qu'elle vit. Je lui souhaite plein de courage pour la suite, en espérant que tout aille mieux. Tout ça est parti à cause d'une vidéo sur Booba. Elle a répondu et ça lui cause pas mal de problèmes. Voilà, on l'embrasse très fort. C'est notre ami. Et puis on termine évidemment cette émission avec votre actu. Ouais. Il y a plein de choses. Pour la rentrée, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je pense que ça va être un palier que je vais franchir. De la musique. Je Vous me dites palier, je me dis il va peut-être revenir à ses... pense que ça viendra, la musique, mais je pense que le véritable palier, c'est de rencontrer des gens qui like, qui commentent et qui partagent. D'accord. Donc ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Je pense qu'à la rentrée, les gens vont être assez surpris par ce qu'on va leur proposer. Ok, Je pense. on attend ça avec impatience. Et un parti politique, vous pourriez monter? Vous y avez pensé à ça? Non. J'ai refusé beaucoup de propositions. Ah ouais? Oui. Qui c'est qui est venu vous voir? Le RN, la France Insoumise. Le RN? La France, Debout la France. Le RN? Ouais. D'accord. Ah oui, non, mais ils sont pas froids aux yeux. C'est fou ça. C'est des génies, ouais. Ah ouais. C'est des génies. D'accord, Marine Le Pen, elle est venue vous chercher. Alors peut-être pas Marine Le Pen, mais en tout cas le parti. En même temps, c'est malin. C'est malin, ils ont essayé, mais ils ont échoué. D'accord. Ça veut dire aussi que vous défendez bien vos idées, s'ils viennent vous voir. Oui, je pense que ça aurait été... Voilà. Mais ils ont Jean Messia pour ça. Ils avaient, mais il le fait bien. Il le fait bien. Gardons nos distances. On va garder Jean Messia pour la prochaine émission. Je sens qu'on a plein de choses à se dire aussi là-dessus. On se retrouve très vite sur l'Instant de Luxe 2.0. Merci de nous avoir suivis et à très vite avec Ramous. Salut Merci Ramous. beaucoup. Ciao.